Qui a dit il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je ne suis pas encore sûr. Alors, je fais les propositions. Oui. Donc, première position, Cyril Hanouna, parce qu'il est expert dans l'un des deux domaines. Vous l'avez tous tant attendu, et maintenant, c'est le moment. Voici la partie 2 du quiz avec Monsieur Herry et Timothée, encore une fois. Et donc là, ce sera une manche différente, ce sera la manche 2, mais ce sera pas exactement comme la première manche. La première manche, c'était plus les élèves contre le prof. Cette fois-ci, ce sera individuel. Donc c'est parti. Qui commence Ok, très bien. Donc, première question. Quelle est la plus grosse étoile de l'univers jamais découverte? Oula. Il faudra aller, je crois. D'accord, alors, premièrement, Sagittarius A étoile, UY Scuti, Stephenson B18 ou VY Canis Majoris. Canis Majoris. Et toi? Je connais quand même première. Moi, je vais dire la troisième. Genre Stephenson B18? Oui. Et c'est une bonne réponse. Vraiment. Non, vraiment. C'est bon. Non, en fait, c'est-à-dire que normalement, c'était UY Scuti la plus grosse, mais on a découvert une étoile encore plus grosse. Donc, Timothée, je te laisse l'honneur de poser ta question. Du coup, un point Timothée. C'est vrai. J'ai le deuxième point, merci. Même si c'était le hasard. Mais... C'était le hasard, mais bon. Allez, donc, en ce moment, à quelle vitesse nous déplaçons-nous dans l'espace-temps? 299 792 458 mètres par seconde, la vitesse de la lumière. C'est la bonne réponse. Waouh! Mais si tu peux juste dire la vitesse de la lumière, oui, voilà. C'est bon. Alors là, j'ai besoin d'expliquer. On se déplace à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps, c'est ça. Oui, puisque en fait, donc, tout se déplace à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, mais on peut convertir cette vitesse plus ou moins en vitesse temporelle ou en vitesse physique, en quelque sorte. Donc en fait, plus on se déplace rapidement dans l'espace, en fait, moins le temps va passer rapidement. Donc en fait, on convertit notre vitesse temporelle en vitesse physique. Inversement. Et c'est pour ça que les photons, par exemple, qui voyagent à la vitesse de la lumière, mais en fait, si on se placerait du point de vue du photon, le temps ne passerait plus du tout, en fait. Exactement. C'est pour ça que si on va plus vite que la lumière, théoriquement, on devrait ralentir, on devrait remonter dans le temps. Et si tu nous dis que nous, on va à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, c'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas pour nous. Non, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, là, on va à 0 km/h, c'est-à-dire qu'on va à la vitesse de la lumière en termes de temps. Oui, c'est ça, en vitesse temporelle. C'est-à-dire que plus on se déplace rapidement, moins le temps va se déplacer rapidement. C'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça qu'on pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière, parce que même si, par exemple, on se déplace à 290 000 km par seconde, là, on devrait se dire, il reste 10 000 km par seconde, ça devrait être facile de rattraper. Mais en fait, non, parce que le temps va se déplacer beaucoup plus lentement, et donc on pourra jamais atteindre... Et on peut même former un graphique, d'ailleurs, de vitesse temporelle, voilà, c'est ça. Vitesse physique. Voilà. Bon, voilà, j'étais perdu. C'est un peu abstrait comme oui, parce que moi, c'était par rapport à quoi? Ta question me manquait, mais par rapport à quoi? C'est dans l'espace-temps. Oui, bref. C'est à vous. Ah, c'est à moi. Je pense que ça va être plus simple. Oui, du coup, c'est nul. Quelle force fait voler un avion? A, la réaction, B, la portance, C, la force de Star Wars, et D, le Saint-Esprit. La portance, que je fais des IA, donc je me manque de ça. Allez, encore en plus. Ah. Bon, c'est à moi. Alors, quel est le 78e élément du tableau périodique? Allez, numéros périodiques. Oui. Compliqué. Polonium? Bon, non, c'est pas ça. Donc, je vais dire les 4 propositions. Donc, Timothée, tu auras l'avantage, c'est-à-dire que c'est toi qui vas choisir en premier. Donc, l'or, le platine, l'argent ou le prométhium. Allez, je vais dire le dernier, le prométhium. Et vous?
Non, c'est pas l'argent. L'or, le platine. Bonne réponse, c'était le platine. Un point. Le premier point. Ouais. Allez, Timothée à toi. Alors, quelle est la plus petite durée possible et à quoi correspond-elle? La plus petite durée possible. C'est ça, la plus petite durée. Alors je crois que je sais la réponse, mais vu que je suis pas sûr, je te laisse dire les cachots. Ouais, mais. C'est ma question bonus, j'ai pas fait de choix. Ah Donc. Attends, non, la plus petite durée. Si vous réfléchissez, enfin, c'est dans la catégorie des plus petites choses, la plus petite durée, c'est un nom similaire à. Enfin, non, mais c'est le truc de Planck là. L'échelle de Planck. Attends, c'est l'échelle de Planck, hein, c'est. Ah oui, mais c'est une durée. Donc c'est durée de Planck. Temps de oui, Planck. c'est le temps de Planck. Voilà, temps de Planck. Voilà. Temps de Planck. Et à quoi correspond-elle? Quoi correspond-elle? C'est. Ce que je dis, ce que c'est vraiment physiquement. Attends, non, mais en plus, mon père, c'est vraiment l'ironie du sort parce que mon père, ce matin, il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé. Il m'a dit est-ce que tu sais ce que c'est oui, le temps de Planck. Ah, à quoi correspond-elle Bon, j'ai donné la réponse. C'est tout simplement le temps que met un photon pour parcourir une unité de Planck. D'accord. Une distance de Planck. Parce que la distance de Planck, c'est la plus petite longueur possible. Et la vitesse de la lumière, la vitesse d'un photon, c'est la plus grande vitesse possible. D'accord. Il obtient le temps le plus court possible. Oui. Ouais, du coup, un demi-point. Bon, je sais pas, tu peux me mettre un point aussi. Non, parce que l'explication, c'est en bonus. Donc, mais c'est pas grave. Comme ça, il y a plus de suspense. D'accord. C'est à vous. Comment s'appelle la première exoplanète découverte? HD 830b, Tatooine, Planète 1 ou Pegasus 51b? Alors, je dirais que c'est pas la deuxième, ni la troisième. Non mais tu sais qu'il y a une planète qui a été dénommée Tatooine. En fait, c'est une planète qui avait 3 soleils. Donc il s'appelle Tatooine, mais je pense pas que c'est ça. Il y en a une autre qui a été dénommée Hot. Ouais, mais Ah, bah, après, c'est la première découverte. je pense que. Attends. Alors, top planète. Première exoplanète. Moi je pense. Ah oui, c'est Pegasus. 51b. Ouais. Ah. Non, En plus, oui, je m'en souviens. tu l'as dit comme ça ou Non, mais je m'en souviens. Non. Oui. Allez. 3,5. Non, c'est à moi. Alors, quel est l'élément radioactif qui a le plus petit numéro atomique? L'élément radioactif, qu'est-ce que c'est? Bah, l'hydrogène. Radioactif. Ouais, le tritium. Non, mais. Attends, 3 hydrogènes. Oui, bon, vous êtes très bien. Bon, bah, très bien. Bon, bah, vous savez, oui, bah, c'est vrai que oui, dans le tritium. Bon, je vous accorde le point, mais c'était plus dans. Dans le fait. Oui, c'est exactement ça. Non, mais dans le. L'état normal, enfin, l'état sans être un isotope, l'état normal. Ouais, mais alors, un isotope, c'est un état normal. Enfin, non, mais l'état non isotope. Enfin, c'est-à-dire. Bon, je vous donne les 4 compositions. Vas-y. Technétium, uranium, prométhium, radium. Je veux dire le technétium. Ok. En fait, je pense pas que ce soit l'uranium. mais en fait, ouais, non, je sais pas, parce que moi, je pense au carbone 14 par exemple aussi. Oui, mais oui, c'est Donc, ça marche pas. Bon, bah oui. C'est Oui, des c'est catégories. moi, je propose qu'on retire 30 points et demi à Maxime, parce que la question était mal posée. Non, en vrai, je veux bien retirer 0,5. Je veux bien retirer 0,5 à la limite. Bon, bah, du coup, vous me dites quoi? Sur les 4 propositions que tu as faites, je sais pas. Ah, ok, bah, c'était le technétium. Ouais, mais bon, après j'ai dit Oui, ça. J'ai un 40 point points. dans le hasard. Tiens, un point. Bon, comme ça, j'aurais pas de. Ah, du coup, ça fait 3. Je suis en retard. Bon, c'est à toi, Timothée. C'est à moi. Alors, quelle propriété physique est uniquement présente chez les quarks et leur permet de former des protons et des neutrons? La couleur. Exactement, la charge des couleurs.
Ouais. Ah. Un point de plus, ok. Tu décolles. Oui, je décolle. Je devrais avoir 5 points. Oui, non, mais oui, la charge de couleur, oui, c'est ce qui permet un neutron. Enfin, non, non, attends. Donc, c'est ce qui permet un quark, oui, de se transformer. Bah, c'est en fait ce qu'ils ont des tiers de charge, c'est ça? Non, oui, en fait, c'est-à-dire que chacun, ils ont une sorte de couleur, et à chaque fois, en fait, ils interagissent. Oui, mais une couleur, c'est pas une vraie couleur. Non, non, justement, c'est voilà. Oui, mais en gros, ils s'échangent des charges de couleur grâce au gluon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le gluon qui transporte la charge de couleur, et donc ils se transportent mutuellement. Mais le coût de la charge de cette charge, pour moi, c'est une charge électrique. Non, c'est pas exactement pareil. C'est pas le truc qu'ils ont un tiers de charge. Mais ça, c'est le spin plutôt, je sais pas. Non, je crois pas. Non, un tiers, non. Non, un tiers, Il faut je sais pas. 3 quarks pour faire Oui. une particule, un proton. 2 quarks. Ah, non, oui, ça c'est la charge électrique. Pour 2 quark up et un quark down, ça c'est la charge électrique. C'est-à-dire que, par exemple, si un neutron veut se transformer en proton, en fait, l'un des quark down, donc les deux quark down, ils ont pour charge électrique moins un tiers, et le proton, le quark up a plus de tiers, donc ça fait 0 total. Mais c'est-à-dire que le quark down, il envoie un boson W- qui a pour charge moins 1, et donc il gagne donc, une charge électrique, donc il a plus un tiers, donc il devient un proton. Voilà. J'avoue que t'as eu Plus de tiers. Bon, bref, voilà. Bref, Ça va oui, c'est ça. Qui a dit il y a 2 choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je ne suis pas encore sûr. Alors, je fais les propositions. Oui. Donc, première position, Cyril Hanouna, parce qu'il est expert dans l'un des 2 domaines. Einstein, Ok. Obi-Wan Kenobi ou Edwin Hubble. Je dirais Edwin Hubble. Parce que je pense pas trop que ce soit Einstein. Enfin, Bah, du coup, ça serait la plus. Ouais, bah, du coup, tu dis Hubble, donc je vais dire Einstein. Bah, c'est encore un point. Je le savais. Je me suis dit, c'est Einstein. Mais bon, bref, Je me suis dit que si c'était Einstein, ce serait vraiment connu que ce serait une citation d'Einstein. Bon, bah, oui, désolé. Je peux m'envoler. Bon, c'est à moi. Donc, alors, là, donc, on a posé combien de questions? 3, donc là, c'est ma 4e question. Alors, Timothée, je t'en ai parlé ce matin. Alors, quelle est la particularité d'un spinner? Ah oui, là, tu m'as. Non, mais donc là je suis obligé, de dire les 4 propositions. Donc, réponse 1. Pour revenir à sa position initiale, il nécessite un tour de 360 degrés. Donc, réponse 2, il a un spin de 2. Réponse 3, c'est un objet mathématique utilisé chez les bosons. Et réponse 4, il a pour coordonner non pas des nombres, mais des nombres de Grossman. Du coup, je vais dire la réponse 3. C'est un objet mathématique utilisé chez les bosons. Et vous dites quoi? Oui, bah, moi je dis, je sais ce que c'est qu'un surfeur, mais un spinner, non, je sais pas. D'accord, ok. Bah, dites une proposition au pire. Et ben là, le truc de 360 degrés. Eh bien, vous avez tous les deux faux. Non. Si. C'est-à-dire que le spinner, c'est pas chez les bosons. C'est pas chez les bosons. C'est chez les fermions. Ah oui. Non, en fait, donc, je vais vous dire. Donc, c'est-à-dire que normalement, un objet, donc, par exemple, non, pas ce stylo, mais. Il me semble que c'est aussi chez les bosons. Non, justement, c'est pas chez les bosons. Chez les bosons, c'est pas des spinners. C'est juste un vecteur, mais c'est juste un vecteur. Mais c'est-à-dire que, donc, par exemple, quand on a un objet ordinaire, donc, pour revenir à sa position initiale, soit il fait un tour de 180 degrés, donc par exemple ce stylo, on fait un tour de 180 degrés, il revient à sa position initiale. Enfin, on compte pas, on dit que c'est un cercle, mais bon, bref. Et donc il y a des objets, ils ont besoin de 180 degrés, il y a des objets, ils ont besoin de 360 degrés. Et ben en fait, un spinner nécessite 2 tours pour revenir à sa position initiale. Donc théoriquement, ça ne devrait pas exister dans le monde. C'est quoi la proposition bonne? Je fais un par. Donc il n'a pas donc par exemple donc il a un spin de 2, bah ça marche pas. Un spinner, ça n'a pas de spin. C'est plus l'objet c'est-à-dire que le fermion, il doit avoir un spin de 1,5. Pour avoir un spinner. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas un objet mathématique utilisé chez les bosons, mais chez les fermions. Et du coup, il a pour coordonner non pas des nombres, mais des nombres de Grossman. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Donc par exemple, quand on a un vecteur, donc par exemple le vecteur, vecteur V,
a pour coordonnées, je sais pas, deux noms, par exemple A et B. Vous voyez? Oui. Et ben un spinner, il a pour coordonnées deux nombres de Grossman. Alors qu'est-ce que c'est des nombres de Grossman? Par exemple, on peut les représenter comme ça. Alors en fait, un nombre de Grossman au carré, ça fait toujours 0. Oula. Donc c'est pas un ça. Mais voilà, donc un nombre de Grossman au carré fait toujours 0. Voilà. Et donc bah voilà, maintenant vous en savez plus sur les spinners. Alors, moi, j'ai une question qui n'était pas prévue. Oui, mais... En classe de seconde, dans le cours de physique chimie, vous vous emmerdez? Parce que là. non, en vrai, sincèrement, on s'ennuie pas vraiment parce qu'il y a par exemple, il y a des trucs qu'on connaît pas. Puis, Par exemple, ce qu'on avait fait il y a 1 heure, le cours sur la physique, ça je connaissais pas du tout. Sur la fraction. Oui, voilà, je connais de nom, mais je connais pas exactement comment ça marche. Du coup, voilà. Bon bah Timothée, c'est à toi. Quatrième question. Mais moi je suis à la 5e question. Ah, Moi je sais pas. Allez, quelle est la. Alors, comment appelle-t-on une structure moléculaire de forme hexagonale formée d'atomes de carbone et d'hydrogène? Vous voulez les choix? Oui, je pense. Bah, hexagonale? Oui, hexagonale, c'est vraiment caractéristique par sa forme hexagonale. Je connais ça. Là, pour le. Qui est organique d'ailleurs, assez connu. Vas-y, proposition. Alors, réponse A, un benzène. Réponse 2, un alcool. Réponse C, un composé carbonisé. Et réponse D, un polymère. Je comprends la question. Ah, Je dirais benzène. oui, c'est ça, c'est un Ah, bah, benzène. On va très bien. C'est caractéristique, c'est 6 atomes de carbone qui sont formés en base hexagonale et chacun d'eux est associé à un ou deux atomes de. Bah oui, toi t'es un spécialiste en ça, moi je comprends absolument rien. Mais bon, bref, on va très bien. Voilà. Ok, je savais pas. On apprend plus tous les jours. C'est vraiment une structure qui est extrêmement stable, c'est pour ça qu'elle est présente dans D'accord, le ok. véhicule. D'accord, ok. Quelle est la voiture utilisée par Emmett Brown pour voyager dans le temps? Des propositions. Une DeLorean, une Ford Mustang, une Chevrolet ou une Cadillac? Pour le nombre de Grossman, il y a du monde, mais pour Retour à la future. Non, j'ai pas regardé. Je pense que c'est ça. C'est quoi les trois autres propositions? Ça me dit quelque chose. Mais... Ford Mustang, Cadillac, Chevrolet. Ford Mustang, je pense. Et donc, t'as jamais vu Retour à la future? Non. Et tu l'as J'ai vu? pas vu non plus, mais. Bah là, c'est pareil, ça fait 3 points en moins de ne pas avoir vu Retour à la future. Aïe, aïe, aïe. Et c'était quoi? DeLorean. Et voilà. Ah bah du coup, ça. J'avais entendu quelque part, mais. Oui, j'ai pas vu. Bon, c'est à moi. Alors, je crois que c'est la dernière question. Bon, bah, à moins que vous faites un 2 sur 2, ou non, un 3 sur 3. Ah non, du coup, un 2 sur 2, vous pouvez me rattraper. Donc, ok, c'est à moi. Voilà, où est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais poser? J'ai 2 questions, je ne sais pas laquelle poser. Bon, très bien. Bon, cette question est peut-être un peu mal posée, mais quelle physicienne, qui est morte en 2016, a été une pionnière dans le domaine de la matière noire? Une pionnière entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas elle qui a donné l'idée, mais c'est elle qui a permis qui a théorisé, En fait, c'est un autre physicien qui avait donné le nom, qui avait dit oui, ça c'est de la matière noire. Je dirais bien un nom, mais je suis pas sûr que ce soit celle-là. Je vais dire après, je vais attendre des positions. Vera Rubin. Bonne réponse. Bon, bah, parfait. Ah, un point près. Timothée. Oui, un peu en retard, un tout petit peu. Allez. C'est nos collègues. Et c'est à toi. Okay. Alors, quelle est la formule de l'énergie potentielle élastique? Est-ce que j'ai besoin de donner des choix? Énergie potentielle. Vous voyez les choix. Alors, choix A, 1/2 de kx carré. Choix B, 1/2 de x moins h au carré. Choix C, 1/2 de mgh. Et choix D, 1/2 de mc carré.
Un demi de MGA, je pense. Non, Non, c'est pas ça. le A, un demi de KX Carré. Ah, bon bah, ok. Les MGH, c'est d'ailleurs la formule de l'exercice de poussée de hauteur, mais pas élastique. Ok, bon, très bien. Égalité entre moi et Monsieur Herry. Donc c'est à vous. Donc si Timothée réussit, bah, il y a égalité entre nous deux, tu vas nous poser une question bonus. Et sinon, Alors, quel scientifique a conseillé Christopher Nolan pour le film Interstellar? Vous l'avez vu, j'espère. oh, évidemment, Oui, bien sûr. évidemment. Oui, je préfère Retour vers le futur. Alors, donc, choix 1, Jean-Pierre Luminet. Choix B, John Wheeler. Choix C, Kip Thorne. Choix D, Didier Deschamps. Alors, il me semble que c'est le troisième qui forme. Mais je suis pas sûr, hein, mais dans le mémoire, tout au fond de la mémoire, c'est un choix. Bah, du coup, tu dis ça, bah, moi je pense, je vais dire Jean-Pierre Luminet. Non, c'est Kip Thorne. Ah, bah, très bien. Eh bah, du coup, égalité. Ouais. Bon, bah, tu vas poser une question bonus. Question bonus. Allez, Bon, j'ai encore dit une question. question bonus. Et attention, c'est une question piège. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas candidate à la théorie du tout? Donc, choix numéro 1, la théorie M. Choix numéro 2, la gravitation quantique à boucle. Choix numéro 3, la théorie de la supergravité. Choix numéro 4, la théorie des cordes. Théorie de la supergravité. Et Oui, moi j'aurais dit ça aussi. Ah bah, oui, c'est ça. Ouais, égalité, hein. moi j'ai répondu à... Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu bien. Ah, j'ai gagné. Et d'ailleurs, théorie M qui est une variante de la théorie. Oui, justement, oui. Qui est plus- Théorie M, c'est... Bon bah... C'est terminé. Ah oui, mais j'ai Bon, pas bah, encore une question pour vous. Ah mais non, j'ai gagné. Ah oui, Ah, ouais, j'ai en même temps, gagné. si vous avez tous les deux la réponse. Oui, mais j'ai répondu avant, c'est une question de rapidité. Ouais. C'est C'est sûr. bon, j'ai eu la courtoisie de te laisser répondre. Merci. Bon bah c'est bon, la vidéo est terminée, donc merci à Timothée, à Monsieur Herry d'avoir participé à cette manche 2. Donc nous n'envisageons pas encore de manche 3, mais donc, si nous avons assez de likes, pourquoi pas en envisager. N'hésitez pas à commenter. Ah oui, à commenter. Et donc je vous dis à la prochaine.